bonsoir ou rebonsoir. Nous sommes donc avec François-Xavier Bellamy. Bonsoir Monsieur Leroux, député. Vous êtes normalien, philosophe, donc député européen. L'événement évidemment, l'image du jour, c'est à Lampedusa. Madame von der Leyen, l'Europe qui tente d'affronter le chaos migratoire, le chaos de la crise migratoire. La présidente de la Commission européenne s'est rendue sur place. Elle était aux côtés de la première ministre, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Elle présente un plan d'urgence pour aider l'Italie. Le principe, dit-elle, est de conjuguer la fermeté à l'encontre des passeurs et, je cite, la facilitation des voies légales d'entrée dans l'espace européen pour les candidats éligibles à l'asile. François-Xavier Bellamy, ce sont les intentions. Est-ce qu'elles vous paraissent faisables ? D'abord, peut-être un mot pour dire que ce qui se passe n'est pas un événement, ce n'est pas une crise. C'est la réalité quotidienne que vit l'Italie et que vivent aujourd'hui les côtes européennes, puisque tous les jours, des centaines de personnes arrivent illégalement sur le sol européen. Et ce que nous voyons là, c'est seulement l'effet de condensation, de concentration qui s'est produit par des arrivées successives, mais c'est au fond le début d'un mouvement de fond. Et à ce mouvement de fond, nous devons évidemment apporter des réponses. Je dis le début parce que ça fait depuis longtemps, évidemment, que les flux migratoires arrivent en Europe, mais rien à voir avec ce qui se passera dans les années qui viendront si nous ne savons pas mettre un terme à l'impuissance actuelle de nos États sur ce sujet critique. On est frappé de voir qu'en réalité, tout le monde fait semblant. On fait semblant d'ignorer que beaucoup de ces migrants, en réalité, vont continuer plus au nord. On fait semblant d'ignorer que c'est très compliqué, en réalité, de faire le départ entre les migrants économiques et les migrants qui demandent l'asile. Tout le monde fait un peu semblant. Et évidemment, les États disent on va prendre notre part. Personne n'articule de chiffres. Et personne ne veut dire concrètement ce que cela signifie. En fait, la grande question qui se pose aujourd'hui, et c'est la question que nous traitons, sur laquelle, j'allais dire, nous bataillons au Parlement européen depuis des années maintenant, c'est la question de savoir ce que veut dire cette solidarité européenne. Parce qu'il faut bien sûr une solidarité européenne. Vous avez raison de le dire, on ne va pas se voiler la face. Les gens qui viennent à Lampedusa ne veulent pas y rester. Ça veut dire quoi, ils veulent venir en Italie pour passer ensuite en France, pour passer dans les pays européens. Si vous étiez au pouvoir, combien prendriez-vous de migrants de Lampedusa ? Je ne prendrai aucun migrants de Lampedusa, parce que la solidarité européenne, ça n'est précisément pas ça. Ça, c'est la définition qu'en donne Emmanuel Macron depuis le début du mandat, n'a de cesse de répéter que ce qui compte, c'est de relocaliser les migrants. Pas seulement, c'est le pacte. C'est ce pacte européen qui a été conclu. Le pacte européen repose sur le fait d'abandonner l'idée des relocalisations obligatoires. C'était l'idée d'Emmanuel Macron et aujourd'hui, tout le monde voit bien qu'elle ne fonctionne pas. Théoriquement, c'est volontaire. Ça ne fonctionne pas parce que, d'abord, les migrants eux-mêmes, puisqu'on les appelle des migrants, en fait, ce ne sont pas des migrants, ce sont des immigrés, ce sont des gens qui viennent de quelque part et qui vont quelque part. Ils ont des intentions, ils ont des projets. On entend d'ailleurs sur les images, on entend ces migrants arriver à Lampedusa qui disent « je veux aller en France ». Donc, ils ne se laisseront pas, puisqu'ils n'ont pas accepté de considérer que nos frontières devaient être respectées, ils ne se laisseront pas non plus intimer l'ordre de rester là où on leur demande d'aller. Donc ça ne marche pas. Et puis surtout, le plus important, c'est que relocaliser les migrants, c'est gérer l'impuissance de nos États à maîtriser leurs frontières. La vraie solidarité, elle doit consister à aider aujourd'hui l'Italie. Parce que oui, l'Italie est en première ligne et oui, il faut une solidarité européenne. Mais à aider l'Italie à construire par exemple les infrastructures nécessaires pour retenir toutes ces personnes le temps que la demande d'asile qu'elles déposeront soit traitée. Mais le temps de quoi ? L'immense majorité d'entre elles ne seront pas éligibles. Est-ce que là encore, ça n'est pas encore faire semblant ? Parce que vous le dites vous-même, en réalité, la crise apparaît maintenant, mais l'afflux, il est continu. Donc en réalité, même s'il y a des structures là maintenant, elles ne seront pas suffisantes pour la suite. Non, le flux est continu précisément parce que nous sommes impuissants. Parce qu'aujourd'hui, c'est un état de fait. Si vous arrivez à mettre le pied illégalement sur le sol européen, vous avez toutes les chances d'y rester pour très longtemps. Et même d'y rester pour toujours. Et c'est cette impuissance-là qui crée l'appel d'air, qui crée en tous les cas le principe fondamental sur lequel repose le business des passeurs. Aujourd'hui, il faut mettre fin à cette évidence. Et il faut que, lorsque vous mettez le pied sur le sol européen, de manière illégale, vous ayez la certitude que vous ne pourrez pas y rester durablement si vous avez violé nos règles. François-Xavier Bellamy, prenons les deux lignes au moins très claires. La ligne, disons, Merkel, celle du pape, qui disent générosité, on accueille. Madame Merkel dit même, on en a besoin. Elle a toujours dit ça depuis 2015. Et puis l'autre ligne, Polonais, beaucoup de Baltes, beaucoup de Hongrois, qui disent non, on n'a pas besoin, on peut fermer complètement. D'abord la ligne Merkel-le pape. Vous êtes un politicien chrétien. Vous êtes un de ceux chez qui la foi catholique compte le plus. En tant que chrétien, quand vous entendez, Mme Merkel faisait référence à son père pasteur, et le pape François dire « ouvrons », qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, le pape ne fait pas de politique, et moi je fais de la politique, et je crois beaucoup, c'est aussi un héritage de la tradition chrétienne, à la distinction du spirituel et du temporel. La politique, c'est le lieu où la prudence doit s'exercer pour pouvoir prendre des décisions, et d'ailleurs le pape lui-même l'a rappelé, parce qu'on oublie souvent de le dire, que cette prudence était nécessaire, y compris dans la gestion des flux migratoires. Deuxièmement,
ce n'est pas l'option des Polonais ou des Baltes de dire qu'il faut fermer les frontières, c'est celle qu'attendent aujourd'hui des dizaines de millions de citoyens dans nos pays, à commencer par la France, qui voient bien l'impasse dans laquelle nous sommes en train de nous enliser. Et permettez-moi de le dire, derrière les discours de grande générosité, derrière l'idéalisme abstrait, il y a en réalité le cynisme désastreux. Vous avez rappelé en effet que quand Angela Merkel a accepté d'accueillir 1 million de migrants, c'était aussi parce que les entreprises allemandes étaient trop heureuses de trouver une main-d'œuvre bon marché. Derrière les discours idéalistes, il y a aussi parfois des calculs qui me semblent être irresponsables à l'égard de l'Afrique, à laquelle on retire la sève, la vitalité de ces pays. Est-ce que c'est cynique ou est-ce que c'est de l'utilitarisme bien compris si on a besoin effectivement de migrants, au début souvent d'ailleurs clandestins, puis après ils sont régularisés, pour payer les retraites, pour occuper des jobs. Vous savez très bien que si beaucoup arrivent, c'est qu'ils ont un petit job clandestin, ils pourraient être plongeurs à Paris, à Copenhague ou que sais-je. C'est un calcul de court terme absolument absurde, parce qu'il repose sur l'idée au fond qu'un individu est encore une fois une sorte d'atome indifférencié qui se déplace dans un espace neutre avec une forme de plasticité totale. C'est l'offre et la demande. Mais ça existe dans le système libéral depuis toujours. Ces personnes ne sont pas que les rouages de la machine économique dans laquelle on voudrait les faire rentrer demain. Ces personnes, elles ont une culture, elles ont une manière de vivre, elles ont une représentation du monde, et tout cela évidemment nous le voyons bien, met aujourd'hui en péril l'unité de nos sociétés, parce que le grand défi pour un pays comme la France aujourd'hui, c'est de réussir à reconstruire l'unité de notre société, l'unité de notre pays, de reconstruire le fait que nous soyons capables d'avoir le sentiment d'appartenance à une histoire et à une culture commune. Moi qui ai été prof pendant des années dans des lycées de l'enseignement public, je peux vous dire aujourd'hui que le travail auquel tant de professeurs sont confrontés, mais aussi tant d'élus locaux, est-ce qu'on a oublié les émeutes? C'était il y a quelques semaines seulement. Le travail que nous avons à faire aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de réussir à reconstruire ce sentiment d'unité. Comment est-ce qu'on y parviendra si chaque année arrive dans notre pays, et c'est le cas d'ailleurs aussi à cause de l'inconséquence administrative du gouvernement français, 500 000 entrées légales l'an dernier. Parce que là, on parle des sujets d'entrée illégale. 500 000 entrées légales. Avec un demi-million d'entrées légales chaque année, on n'arrivera jamais à résoudre ce problème absolument majeur qui est celui de relever le défi de l'assimilation auquel nous échouons depuis si longtemps. Écoutons les deux points de vue précisément. Celui qui est sans doute assez proche du vôtre, même s'il y a sans doute des nuances, vous pourrez réagir, c'est le Premier ministre polonais. Il est en campagne, alors lui, il assume complètement, de manière extrêmement claire, de dire il faut fermer, on ne veut pas de métissage culturel, on sent qu'il va même un peu plus loin. On est une société blanche, catholique, etc. Et ça ressort du clip, d'ailleurs, où il cite la France. Dans les images, vous voyez des émeutes, ça apparaît dans son clip. Regardez. L'invasion massive de milliers de jeunes migrants masculins en provenance d'Afrique est le résultat de la politique d'immigration désastreuse des amis de Donald Tusk, Merkel et Weber. La politique migratoire ordonnée par l'Allemagne produit ses effets dans toute l'Europe. Les yeux de tout le continent sont rivés sur l'île de Lampedusa. 160 bateaux, 8000 migrants illégaux en 2 jours. C'est plus que la population de l'île. La peur, le chaos, les émeutes, la démolition des villes, voilà à quoi ressemble l'Europe de l'Ouest aujourd'hui. Nous ne voulons pas de cela en Pologne. Les Polonais ne paieront pas. François-Xavier Lamy, même si on est de son point de vue, et peut-être l'êtes-vous, c'est un peu chargé quand même. On sent, là, c'est le chaos en Europe de l'Ouest, il y a plein de problèmes. C'est pas tout à fait le chaos général. Le point sur lequel le Premier ministre polonais a tort, c'est que vouloir protéger nos États contre l'immigration illégale, c'est aussi ce que veut la famille politique à laquelle j'appartiens. Et de fait, il montre dans les images le président de mon groupe politique au Parlement européen. Le vrai débat... Quelle est la différence alors, concrète ? Le vrai débat, c'est que veut dire la solidarité européenne. Et encore une fois, vous avez aujourd'hui une différence majeure entre tout un camp qui va de l'extrême gauche, la gauche, les Verts et le camp des macronistes au Parlement européen qui refusent absolument cette protection des frontières. Monsieur le député, pardon, je me permets de vous interrompre parce que je pense que pour beaucoup dans l'opinion, ça n'est pas clair précisément. Parce que vous nous dites, on n'est pas d'accord, mais quoi ? Lui, au moins, une position très claire. Il dit, on n'accueillera pas plus. C'est-à-dire, on ferme les frontières. Point. C'est la première urgence. C'est ce que vous pensez. Nous sommes d'accord avec lui. Le point sur lequel il y a un désaccord, c'est qu'il faut une solidarité européenne. Qui peut croire que l'Italie est la seule concernée par cette question migratoire? Qui peut croire que, qui est au nom une Union européenne, une Commission européenne, Bruxelles, tout ce que vous voudrez, s'il n'y avait pas d'Europe du tout, à la fin, le jour où la Grèce est envahie par des vagues migratoires incontrôlées, ça aura des conséquences sur nous, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut faire abstraction de l'espace Schengen, ce sera encore le cas. Est-ce qu'on peut techniquement fermer la Méditerranée, par exemple, oui. Ou est-ce que c'est impossible? Est-ce que le choix politique de dire, c'est un choix très dur, mais certains l'assument, de dire, tant pis, on ne peut pas faire l'examen, faire le départ entre les migrants qui demandent l'asile et ceux qui sont des migrants économiques,
on ferme. Est-ce que c'est possible techniquement? On peut d'ailleurs, et moi je crois qu'il faut sauver le droit d'asile. Vous êtes pour ça? Parce que le droit d'asile est en train d'être menacé par le fait qu'il est détourné en permanence. En réalité, les gens qui arrivent à Lampedusa, pour une immense majorité d'entre eux, ne sont très probablement pas éligibles à l'asile. La preuve en est par les je me permets d'insister, là vous êtes comme l'âne de Buridan, vous dites on peut fermer complètement, mais en même temps on va sauver le droit d'asile. Si on ferme complètement, il n'y a plus de migrants demandant l'asile qui peuvent arriver. La clé, comme je le dis, comme nous le disons depuis des années maintenant avec notre famille politique, c'est que l'asile doit pouvoir être demandé à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Quand vous quittez l'Afghanistan, et moi je pense par exemple à ces interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française et auxquels on a refusé l'asile, ça pour le coup, c'est un scandale en effet. Mais quand vous quittez l'Afghanistan parce que vous êtes mis en danger, parce que vous avez travaillé pour la France, vous n'arrivez pas directement dans le centre de Paris. Votre route passe par des pays tiers, qui sont des pays sûrs et stables, dans lesquels vous devriez... Donc on vous comprenne bien, des bureaux par exemple de réception au nord de l'Afrique, mais en revanche la Méditerranée entièrement fermée, policièrement, militairement? Il faut, en tous les cas, que sur les côtes, c'est le cas par exemple en Grèce. J'ai été sur l'île de Lesvos il y a quelques mois maintenant pour aller visiter le camp de Kara Tepe qui a remplacé le camp de Moria. Vous avez là un immense centre de rétention pour des gens qui sont arrivés illégalement. Dans ce centre, leurs demandes peuvent être instruites sans qu'ils circulent sur le territoire, sans qu'ils quittent l'île où ils sont arrivés et sans qu'ils circulent partout en Europe. Ça, c'est la clé. Le jour où vous mettez en œuvre ce type de dispositif, et nous devons aider l'Italie à le faire, et l'aider financièrement. Et c'est là mon désaccord avec le Premier ministre polonais quand il dit « nous ne paierons pas ». Mais bien sûr que si, nous avons besoin de travailler ensemble. Et pour moi, encore une fois, la grande question, c'est que veut dire cette solidarité? Est-ce que ça veut dire aider l'Italie à construire les centres qui permettront de retenir ces gens arrivés légalement de manière à dissuader d'autres départs de se produire? Ou bien est-ce que la solidarité, c'est se répartir les migrants parce qu'on n'a pas su les empêcher d'arriver? Ça, c'est ce que veut la gauche, c'est ce que veut Emmanuel Macron et c'est ce que nous combattons. À l'arrivée, on voit bien qu'il y a une évolution démographique. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Les chiffres le montrent. Actuellement, s'il n'y avait que l'évolution naturelle, la population de l'Europe se rétracterait. En réalité, c'est la migration qui amène, et souvent des gens d'autres cultures. Est-ce qu'une société plus multiculturelle, plus métissée est notre destin dans tous les cas? Et ça, c'est mon désaccord fondamental. Je l'ai dit à la présidente de la Commission européenne il y a quelques jours dans l'hémicycle du Parlement. C'est mon désaccord fondamental avec la politique que la Commission voudrait mener qui consiste à importer des talents. C'est l'expression choisie par la Commission. Mais pardon, je me permets. Pour l'instant, ça n'est pas une politique, c'est une réalité. C'est déjà comme ça. Il n'y a pas besoin de la Commission européenne pour s'en mêler. Mais elle n'a pas beaucoup d'influence là-dessus, franchement. C'est aussi la politique qu'elle veut mettre en œuvre quand elle dit qu'il faut faciliter les voies d'accès légal à l'Europe. On n'a pas besoin d'attendre la politique, Madame von der Leyen. C'est comme ça. C'est déjà en train de se faire. Quand on regarde la statistique des prénoms, vous savez comme moi, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça. C'est le fameux débat quand M. Zemmour était un peu aux affaires des débats. Voilà, à Bruxelles, le prénom Mohamed augmente. Il y a beaucoup moins de François-Xavier. C'est un fait. Ça peut faire plaisir. Pas plaisir, c'est un fait pour l'instant. La politique commence quand on ne se contente pas de consentir à des faits, mais quand on décide de fixer des caps. Et le but est, pour nous, je le crois profondément, de soutenir les familles européennes, de soutenir les familles dans nos pays. La politique familiale a été détruite par François Hollande. Faire plus d'enfants. C'était l'une des grandes forces de notre pays. Elle a été détruite par François Hollande et elle a été achevée par Emmanuel Macron. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus difficile d'être parent, c'est plus difficile de s'engager dans un projet de cette nature. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer et considérer que c'est d'Afrique qu'on va faire venir les enfants que nous n'avons plus. Depuis l'empereur Auguste, vous savez bien que depuis l'empereur Auguste, la politique, ça n'a jamais marché. Aucun pouvoir qui soit gentil, méchant, qui donne des subventions, pas de subventions à la force. Forcer, et heureusement d'une certaine manière, c'est la liberté de la personne. Bien sûr. Forcer des familles à faire plus d'enfants par l'État, ça n'a jamais marché. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les foyers français, les parents français, quand on leur demande combien d'enfants ils voudraient avoir et combien ils en ont en réalité, ils ont toujours envie d'avoir un enfant de plus que ce qu'ils ont. Donc la vérité, c'est que ce qui compte, c'est d'aider aujourd'hui les foyers français qui le souhaitent à accueillir les enfants qu'ils désirent. Et pardonnez-moi de le dire, mais ça marche bien sûr. La meilleure preuve de cela, c'est la France. La politique familiale française avait permis à notre pays de garder... Même en France. Mais encore une fois, il y a une corrélation évidente entre le détricotage de la politique familiale dans le quinquennat de François Hollande et la baisse de la natalité en France. Jusqu'au quinquennat de François Hollande, la natalité française était supérieure à la moyenne européenne. Vous croyez vraiment que c'est la faute de François Hollande? Mais bien sûr, il y a aussi des responsabilités politiques. Et on se résigne à défaire, à laisser les familles se défaire, à fragiliser le choix des familles, et ensuite de quoi on regrette qu'il n'y a plus d'enfants. François-Xavier Lamy, est-ce que ce n'est pas une évolution? On n'a pas le droit, en tous les cas, par cynisme, de vouloir faire venir d'Afrique les bras que nous n'avons plus pour faire vivre notre système économique. Plus profondément, alors question d'abord extrêmement technique, certains disent il faut tellement assumer le fait que nous sommes une société de racines judéo-chrétiennes qu'il faudrait l'inscrire dans la Constitution. Le ministre des Affaires étrangères italien le disait dans notre émission il y a quelques semaines, vous le pensez? Bien sûr.
J'ai défendu cette proposition pendant la campagne de 2019. Qu'est-ce que c'est que ce continent qui ne sait pas dire qui il est? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui a honte d'affirmer son identité? C'est Emmanuel Macron, et c'est pas mes élèves issus de l'immigration qui m'ont dit ça d'ailleurs. C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, qui avait dit à plusieurs reprises pendant sa campagne « il n'y a pas de culture française ». Qu'est-ce qu'on dirait d'un Premier ministre japonais qui dirait « il n'y a pas de culture japonaise » ? Qu'est-ce qu'on dirait si Xi Jinping déclarait « il n'y a pas de civilisation chinoise » ? Ça nous paraîtrait aberrant. Nous sommes les seuls au monde à avoir du mal à assumer que nous avons en effet un modèle, que nous avons une identité, que sur les principes dont nous héritons sont fondées aussi les règles de notre vie commune aujourd'hui. Et cette difficulté-là, au fond, elle est directement liée à la fatigue européenne qui se vit dans, aujourd'hui, l'incapacité à défendre nos frontières. Ce monde-là, est-ce qu'il est de fait en train de reculer? Vous savez, comme moi, quand on dit les racines judéo-chrétiennes, les racines gréco-latines, vous êtes un grand passionné, philosophe, l'Odyssée, il y a 28 siècles, en réalité, le nombre de familles traditionnelles, bourgeoises, vous en êtes un peu l'incarnation. Combien vous aviez fait aux élections européennes? Sans être cruel. On a fait 8,5%. Bon, vous voyez bien que la droite nationaliste est en train de vous manger d'un côté. C'est le Rassemblement national. Et puis Macron est en train aussi de vous cannibaliser de l'autre côté. Cette droite-là, éduquée, bourgeoise, traditionnelle, catholique, avec toutes ses qualités et ses défauts, c'est pas à moi d'en juger, mais de fait, on voit qu'elle est en train de se réduire. Est-ce que c'est pas une évolution sociale ? Peut-être parce qu'il y a aussi des médias qui s'amusent à poser des étiquettes un peu réductrices sur les options qui sont proposées aux gens. Il n'y a rien de réducteur, on peut trouver au contraire c'est un grand honneur. On n'a pas du tout besoin d'être chrétien pour reconnaître que la France a une histoire chrétienne. On n'a pas du tout besoin d'avoir fait des années d'études de philosophie pour reconnaître que c'est les racines gréco-latines de notre continent qui, effectivement, font nos conceptions juridiques, nos représentations du monde. Je crois que ça n'a jamais été aussi actuel. C'est un peu fini. Pardon de vous le dire. Une question, un exemple. Le grec et le latin qui n'est plus enseigné, en réalité, même si on voulait le rétablir, il n'y a plus assez d'enseignants pour le réenseigner. C'est fini, c'est culturel, c'est fini. La faute à qui, monsieur Rochebin? Alors ça. C'est pas nos élèves qui ont refusé d'apprendre le grec et le latin. C'est pas nos élèves qui ont refusé de recevoir ce que nous avions à leur transmettre. On peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière. On peut encore revenir en arrière. La crise de l'école en France, qui est l'un des sujets les plus importants qui soit, presque le seul sujet sur lequel devrait se concentrer toute l'énergie politique aujourd'hui. La crise de l'école en France, elle vient d'abord du fait qu'une génération a renoncé à transmettre ce qu'elle avait à offrir. Mais moi, je vais vous dire une chose. Cette aspiration, cette soif de se reconnaître, de se connaître, cette soif de savoir ce qui nous relie, de retrouver le sens de ce qui nous rassemble, cette soif-là, elle est immense. Et un jour, oui, c'est vrai, j'en suis convaincu, elle réunira une majorité politique. Je ne fais pas de la politique le nez collé sur les sondages, et heureusement, parce que la dignité de la politique, ça ne consiste pas uniquement à chercher l'efficacité électorale, mais je crois qu'il y aura un jour une vague électorale immense autour de cette aspiration et on en parlera à retrouver le sens de ce qui fonde ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. La crise migratoire à laquelle l'Europe est confrontée et la crise de sécurité, évidemment, avec la guerre, ce qui se passe sur le front. Vous allez nous rejoindre, Général Paloméros, vous êtes vraiment l'homme qu'il faut. Je crois que vous allez venir là, à mon avis, si vous voulez bien. Général Paloméros, ancien commandeur suprême de l'OTAN, ça claque comme titre. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas mieux, si on veut, dans le registre militaire. Et ce soir, c'est un sens très particulier. Les responsabilités, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été avec nous. Merci infiniment.